destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side, break on through to the other side, break on through. Salut à tous, donc toujours dans le même cadre, on est de retour avec le patriote éclairé qui n'est autre que moi. Pour l'entretien de Noël 2015, du mois de décembre, le commentaire des actualités internationales, deuxième partie. Donc on est toujours sur ce grand entretien de 2015, mois de décembre, hein, même si c'est avec le commentaire et les analyses des actualités internationales, deuxième et dernière partie. On commence tout de suite. Alors là, pareil, 5-6 sujets, plus sur l'Europe. Hein. L'Europe et les États-Unis, le monde occidental, vous allez voir. Donc je vous les dis pas à l'avance, mais on commence tout de suite. Allez, ouais, avec l'Europe, tiens, les peuples européens face à l'invasion migratoire. Les peuples européens face à l'invasion migratoire. Bien évidemment, je ne pouvais pas finir l'année avec l'entretien de décembre 2015 sans parler de l'invasion migratoire, ou suscelle de l'invasion migratoire en Europe, via la crise des migrants, des réfugiés, on appelle ça comme on veut. La novlangue, politiquement correct. Ce qui est sûr, c'est qu'on l'a vu notamment, j'en avais déjà parlé dans ma partie nationale sur la France, mais je refais rapidement un topo. Hein. L'invasion migratoire, comme disait Giscard lui-même, l'immigration-invasion, qui submerge par millions, des flots de centaines de milliers, voire de millions de migrants qui vont arriver en Europe sur les côtes, notamment italiennes et grecques, notamment. Et cette invasion, ou cette submersion migratoire sur l'Europe, principalement de réfugiés et de migrants qui viennent du Proche du Moyen-Orient ou même ailleurs, ce qui est sûr, c'est que cette invasion migratoire, cette surpression migratoire, c'est sur donc, les îles grecques, notamment Lesbos, l'Italie évidemment avec Lampedusa, la Grèce avec Lesbos, et bon, c'est aussi la Hongrie évidemment, qui est l'une des principales portes d'entrée de l'Europe centrale pour l'Europe, et ensuite pour l'Allemagne et l'Autriche, puis l'Angleterre qui serait le panacée, l'Eldorado des migrants, des réfugiés, si quoi que se fait exploiter économiquement par la Reich chancelière Merkel et l'Allemagne impériale, c'est tout bénef pour eux, bon, chacun. Mais bon, ils sont quand même dans des pays en guerre civile, c'est vrai, faut pas l'oublier, je ne l'oublie pas. Mais je vois pas pourquoi nous, moi je n'ai pas fait la guerre là-bas, je n'ai pas responsable de la guerre, peut-être certains de mes dirigeants politiques. Ce qui est sûr, c'est que c'est le chaos, la merde là-bas, c'est le chaos, c'est l'anarchie, au Proche et au Moyen-Orient, dans le monde arabe, je l'ai déjà dit dans cette première vidéo. Il n'est pas tolérable que les Européens meurent à petit feu avec leur dernière défense militaire de protection contre les migrants. Il n'est pas tolérable que nous mourions sous la pression d'une invasion migratoire, notamment. Là, on est face à une invasion migratoire. En Grèce, en Italie, en Hongrie, en Allemagne, en France, Calais, bien évidemment, j'en ai pas parlé, Calais, mais l'Angleterre aussi, l'Allemagne, l'Autriche, la Grèce, l'Italie, la France, toute l'Europe continentale, plus même l'Angleterre, qui n'est pas dans Schengen, donc qui n'a pas à se farcir la liberté de circulation, notamment des hommes. Des hommes, donc des migrants, des réfugiés, mais l'Angleterre, peut-être, bon, j'en reparlerai après à la fin avec le Brexit, je vais en parler un tout petit peu du Brexit, de la possibilité de la sortie de la Grande-Bretagne, de l'Angleterre, de l'Union Européenne, ses conséquences économiques, financières, voire autres, voire politiques, on verra. Ce qui est sûr, c'est que, bon, voilà, je voulais juste en parler, c'est interroger, les peuples européens subissent une surpression migratoire comme jamais. Je vous l'avais déjà dit, c'est le double processus mondialiste qui s'accomplit, hein, là, qui est une logique, un processus qui s'accomplit en phase terminale, sauf si on réagit bien évidemment. Donc ce processus mondialiste qui est à la fois un processus économique, financier, hein, d'un capitalisme fou, d'un capitalisme mondialisé à la fois économique et financier, mais surtout financier, et ce mondialisme économique qui crée beaucoup de pauvreté, de misère, et pour dévier les luttes sociales et les luttes de classe sérieuses, organise une invasion migratoire, organise la société multiculturelle, organise l'invasion migratoire, organise l'idéologie et la théorie du métissage pour que les peuples européens, chrétiens, blancs, bon, les vieux peuples de souche européens, soient sans défense, notamment sans défense militaire, sans défense quasi corporelle et mentale pour lutter et pour résister à cette invasion migratoire. À la fois cette prédation économique financière du mondialisme et ce mondialisme de gauche là, très faible qui est l'idéologie du métissage et l'invasion migratoire via l'abolition des frontières, bon, tout ça.
via l'abolition des frontières et des États. Bon, j'ai déjà parlé du double processus mondialiste, je ne vais pas en reparler, mais ce qui est sûr, c'est que véritablement, on est face à quelque chose de sans précédent. De sans précédent et de dramatique qui va avec des peuples européens qui subissent une invasion migratoire comme jamais et une pression migratoire comme jamais. Grèce, Italie, France, Allemagne, partout, et qui ne pourront pas résister longtemps. On l'a vu notamment en Corse, puisqu'à mon avis, c'est notamment à Ajaccio, à mon avis, c'est vers ça qu'on s'achemine, c'est-à-dire on s'achemine vers une guerre civile intergénéralisée entre les migrants et les Européens de souche. La guerre civile généralisée et surtout pas le meilleur des mondes. Hein. C'est pas le meilleur des mondes. Donc voilà, après les peuples européens face à l'invasion migratoire, tout petit sujet encore, suite aux peuples européens face à l'invasion migratoire, et comment y résister ou comment mourir, soumettant. Oui, l'idée de comment l'Union Européenne, dans toujours cette théorie de l'engrenage, que Jean Monnet appelait la théorie des petits pas, on avance à petits pas, ou la théorie de l'engrenage, la théorie des petits pas chez Monnet ou la théorie de l'engrenage, comment l'Union Européenne répond face à ça? La réponse de l'Union Européenne, la réponse de l'UE, elle est toute simple. C'est plus d'UE, plus d'Europe fédérale, moins de frontières nationales et plus de frontières pour renforcer l'Union Européenne, ce qui est grotesque. Parce que l'Union Européenne est une passoire, comme on le voit, donc on voit très bien que le contrôle aux frontières de l'UE, ça ne marche pas, on voit très bien que Frontex, ça ne marche pas, tout ça n'est pas sérieux, et qu'il faut revenir à la souveraineté nationale et des États. Mais ce qu'on a vu suite à cette crise migratoire sans précédent, et cette pression migratoire sur l'Europe, ce qu'on a vu de très important, c'est donc, comme je le disais, vers un renforcement de l'UE, vers un renforcement notamment du contrôle aux frontières de l'UE via Frontex, via des gardes frontières, et une destruction finale de la souveraineté des États et des nations. Pour lutter contre l'invasion migratoire, pour protéger ses frontières, alors que l'Union Européenne, au nom de l'idéologie des droits de l'homme et de l'idéologie et la religion du progrès, fait venir ces migrants, fait venir ces réfugiés et incite, on l'a bien vu, comment elle traite la Hongrie de Orban et comment au contraire l'Allemagne de Merkel est servie, on voit très bien que l'Europe est pour l'invasion migratoire totalement. Elle ne freine pas l'invasion migratoire. Donc voilà. Après les peuples européens face à l'invasion migratoire extra-européenne, comment l'Union Européenne, en douce, via la théorie de l'engrenage, est en train de détruire ce qui reste de peuples en Europe et de nations européennes. Toujours avec cette logique de l'Europe fédérale, cette logique fédérale de transférer la souveraineté des États, et des nations européennes, notamment en matière migratoire, de frontières, à l'Union Européenne. Pour là, soi-disant, lutter contre l'invasion migratoire et la submersion migratoire. C'est dans toute la littérature communautaire, c'est dans tous les textes des ayatollahs du fédéralisme européen. Ils veulent, avec cette vision toujours de l'engrenage, d'avancer petit à petit pour arriver au final à l'Europe fédérale et en fait au final comme vous le savez tous, comme chacun devrait le savoir, au gouvernement mondial. Puisqu'en fait l'Europe fédérale amènera au gouvernement mondial. On le sait très bien, gouvernement mondial, mais moi je parle de gouvernement mondial, gouvernance globale, on sait très bien le topo qu'il y a derrière. Donc voilà, les peuples enfin face à l'invasion migratoire, et comment l'UE réagit, comment Bruxelles réagit, comment l'UE réagit, comment l'oligarchie technocratique de l'Europe réagit. Moins d'États, moins de nations, moins de souveraineté nationale, et par contre renforcement du contrôle aux frontières via Frontex. Donc la mise à mort de la souveraineté des États et des nations face au renforcement de l'Europe fédérale pour lutter contre la crise des migrants. Donc voilà, donc on verra bien. Moi à mon avis, la seule solution pour lutter contre cette invasion migratoire, c'est que les peuples et les nations doivent se soulever. Et en tant que peuple et nation, avec une identité, un sentiment d'appartenance collective. Mais là c'est pas ça, hein. Là c'est la fin programmée des États et des nations via le renforcement au contrôle aux frontières de l'UE, via Frontex et via le vieux processus et le vieux projet d'Europe fédérale. Et supranationale. Bon, ça va nous amener tout ça. Troisième petit sujet, la COP21, j'en ai déjà parlé aussi, la COP21, la conférence mondialiste pour lutter contre le réchauffement climatique. Ou comment cette conférence de lutte contre le réchauffement climatique, avec une vision mondiale et globale, va nous amener à la gouvernance globale et au gouvernement mondial. Ce qu'on appelle le mondialisme. Le mondialisme, c'est un processus économique, financier, c'est aussi un brassage des populations, l'idéologie du métissage et l'invasion migratoire, mais c'est aussi un projet politique, avec une vision politique à long terme, de créer des institutions, notamment un État mondial avec un gouvernement mondial et une gouvernance, ce qu'on appelle la gouvernance globale. On parle de gouvernement mondial et de gouvernance globale, c'est-à-dire se débarrasser de l'acteur principal des politiques dans le monde que sont les États, les nations, pour une vision supranationale, fédérale et mondialiste. Hein, le gouvernement mondial, la gouvernance globale. J'en avais déjà parlé dans la partie nationale assez longuement, je crois, une dizaine de minutes sur la COP21, je vais à peine redire. Là aussi, je ne vais pas m'attarder dans les détails, je vais faire une analyse globale du phénomène, du processus. Donc cette COP21,
cette conférence qui s'est tenue à Paris au mois de décembre, et dont on va en voir les fruits au mois de janvier, avait pour but de lutter contre le réchauffement climatique. On a vu tout ça, et cette conférence donc mondiale et mondialiste, puisque moi je dis mondialiste, puisque ce n'est pas seulement quelque chose à l'échelle internationale mondiale, mais c'est une vision mondialiste, puisque de planifier le gouvernement mondial et la gouvernance globale à travers notamment les acteurs économiques et financiers, comme les firmes multinationales, transnationales, les banques, les agences de notation et l'Europe fédérale, l'Europe communautaire, pour ce qui est du cas d'Europe, parce que là on reste sur l'Europe. Ce qui est sûr, c'est que cette COP21 qui s'est déroulée à Paris, en France, au mois de décembre 2015, n'a pas été un fiasco, bon, on peut le dire. Pas été un fiasco, il y a eu quelques mesures contraignantes et non contraignantes. Donc il y avait quasiment 200 pays invités là-bas, 200 pays invités à Paris, ce qui a permis de redorer un peu le prestige et le blason de la France, si on peut dire. La France a accueilli le monde entier à Paris, dans la ville lumière, hein, comme disait Paris sera toujours Paris, et comme disait Hemingway, Paris est une fête. Hein. Attention, on l'a pas trop vu avec les attentats terroristes, mais Paris c'est une ville lumière et Paris est une fête, bien évidemment. C'est un gigantesque tourbillon de couleurs, d'odeurs. Bref, je vais pas m'attarder là-dessus. Mais ce qui est sûr, c'est que cette COP21 n'a pas été un fiasco. On est arrivé à quelques résultats, notamment entre les pays émergents et les pays émergés. Les pays émergents étant les BRICS, notamment le Brésil, la Chine, l'Inde, la Russie, puis tous les pays d'Amérique latine, et l'Asie en général, et face à eux, les pays dits émergents, enfin émergés, donc les pays développés face aux pays en voie de développement, notamment principalement l'Europe et les États-Unis, avec d'autres pays. Hein. On a réussi à tenir un compromis, on va dire un relatif compromis, et une organisation pour lutter contre le réchauffement climatique, donc toujours avec une vision économique, hein, notamment pour les pays en voie de développement qui polluent beaucoup, comme la Chine ou l'Inde, des pays qui polluent beaucoup parce qu'ils produisent beaucoup, qui sont des phases de forte croissance et de productivisme économique, conseille à ces pays d'adopter les énergies renouvelables, la croissance verte, faire de la croissance économique mais respecter l'environnement, des mesures pour le développement durable, donc voilà. Mais moi ce que je remarque c'est, derrière cette conférence mondiale pour lutter contre le réchauffement climatique, c'est la mise en place, étape par étape, hein, comme je l'ai dit, l'engrenage, la théorie des petits pas. L'engrenage, donc mise en place peu à peu, step by step, étape par étape, du gouvernement mondial et de la gouvernance globale, avec des acteurs transnationaux, hein, transnationaux, on peut le dire, qui ne sont pas seulement les États et les nations. Les ONG, les organisations non gouvernementales, les banques, les firmes multinationales, et surtout des institutions supranationales et communautaires comme l'Union Européenne, et comme les accords de libre-échange, à mon avis, dans le monde. Donc voilà. Je pas quelque chose à dire, je vais pas en dire beaucoup plus sur la COP21, j'en reparlerai peut-être, hein, donc voilà. La COP21, qui était une conférence mondiale pour lutter contre le réchauffement climatique, n'a pas été une catastrophe, c'est prémonitoire à la gouvernance globale et au gouvernement mondial, ce qui est le mondialisme, au niveau politique et institutionnel, la mise en place d'un gouvernement mondial et d'une gouvernance globale pour régler les problèmes de la planète, notamment le réchauffement climatique et l'environnement. Comme nous le disent nos maîtres mondialistes, il faut passer à quelque chose de... Comme les problèmes sont mondiaux et globalisés, il faut passer à une globalisation, une mondialisation des solutions, pour résoudre une globalisation et une mondialisation des problèmes. Moi, je n'en suis pas si sûr, donc c'est toujours la vision des mondialistes contre les nationaux. Hein. Comme dirait Marine Le Pen, le clivage est plus que jamais patriote contre mondialiste. Donc c'est tout, voilà. Pas grand chose à dire de plus, si ce n'est voilà, la COP21, une conférence mondiale, voire mondialiste, pour lutter contre le réchauffement climatique. Avec des accords pour lutter contre le réchauffement climatique, énergie renouvelable, croissance propre, croissance verte, enfin toutes ces conneries là. Toutes ces conneries, donc on verra où ça va nous mener. Mais moi, à mon avis, ça prépare rien de plus, rien de moins que la fin des États des Nations et le gouvernement mondial à travers ce qu'on appelle la gouvernance globale, hein, d'acteurs notamment transnationaux. Donc voilà pour la COP21, j'en avais déjà parlé dans l'autre vidéo, donc je vais pas plus loin, hein, donc voilà mon petit topo sur la COP21, donc qui s'est bien passé, hein, donc une COP21, une conférence mondiale pour lutter contre le réchauffement climatique, oui et non, on verra, bon ça faut voir ça à long terme, hein. Faudra voir ça à long terme si vraiment on va lutter contre le réchauffement climatique et pour protéger la planète, je n'en suis pas sûr bien évidemment, et personne n'en est sûr en vérité, donc voilà, on verra ça, notamment lutter contre les émissions de CO2, des gaz polluants, on verra ça. Autre petit sujet, Donald Trump, le populiste, ou l'ennemi public de l'establishment américain et de l'oligarchie mondialiste. Alors là je change, mais toujours je reste dans la sphère continentale et territoriale de l'Occident. On va de l'Europe aux États-Unis, rapidement Donald Trump. Oui, j'en avais déjà parlé sur l'entretien précédent, du mois précédent sur les primaires aux élections présidentielles américaines, et le cas de Donald Trump.
Bon, Donald Trump, là, qui est un trublion politiquement incorrect, bah rapidement, oui, ce que j'ai à en dire. C'est que là, on voit vraiment que Donald Trump, populiste américain, populiste de l'Amérique, de cette Amérique du Sud profonde, populiste américain, est l'ennemi public numéro 1, un peu comme Mérine, hein, comme Jacques Messrine en son temps en France. C'est l'ennemi public numéro 1 de l'establishment américain, et surtout de l'oligarchie mondialiste, à mon avis, c'est ça fondamental. Puisqu'en fait, l'establishment américain, c'est-à-dire la politique institutionnelle américaine, est payée et financée, est une émanation de Wall Street. Donc en fait, quand on parle d'establishment américain, je préférerais qu'on parle d'oligarchie financière mondialiste. Puisque les hommes politiques américains sont là pour réaliser le calendrier du nouvel ordre mondial et du mondialisme à tous les niveaux, hein, au niveau économique, militaire, politique, mais bien évidemment aussi je voulais dire du gouvernement mondial et planétarien. Bon, ce qui est sûr, c'est que Donald Trump gêne, Donald Trump agace, Donald Trump insupporte, via ses propos. Alors, on a eu un populiste, islamophobe, je vais pas revenir sur toutes ces déclarations, je fais une analyse globale du personnage. Assez sympathique, assez sulfureux, assez drôle. Bon, misogyne évidemment, antiféministe, misogyne, sexiste, islamophobe, raciste, réactionnaire, populiste. Tout eu, hein. Bon, ses propos sur les femmes et les journalistes, donc ça l'a répertorié, catalogué comme raciste, comme misogyne, comme sexiste. Ses propos sur l'interdiction aux musulmans d'entrer sur le sol américain et d'expulser tous les musulmans des États-Unis, islamophobe. Bon, tous ses propos sur les Mexicains, les Chicanos et les Latinos, bon, racistes. Un racisme d'ailleurs très wasp, hein. On voit que Trump est très wasp, hein, puisque il a beau être chrétien, soi-disant chrétien, et lutter contre l'invasion et la menace djihadique et islamiste dans son propre pays, il est surtout protestant, il est surtout wasp, hein. Il a un mépris absolu des Mexicains et des catholiques et des latinos, comme tous les wasp, hein, d'ailleurs, comme tous les wasp américains et comme tous les populistes américains, hein, qui sont souvent wasp, hein. Bon, le plus extrémiste étant sans doute David Duke. L'extrémiste des populistes et qui sont souvent d'ailleurs racialistes en Amérique, c'est David Duke, pour ceux qui connaissent, qui est vraiment assez hallucinant, mais qui fait peur. Mais bon, Trump est moins que ça, mais Trump a ce côté populiste et wasp, c'est-à-dire on est blanc et on est protestant, on est chrétien mais on est protestant avant tout, et on est blanc, et on est américain, et on emmerde tout le reste, c'est-à-dire les musulmans mais les catholiques aussi, hein. Les catholiques comme les latinos, comme les chicanos, comme les mexicains, tous. Donc c'est un populisme très wasp. Voilà, donc je vous le dis, un islamophobe, raciste, misogyne, sexiste, populiste, il a tout eu. Mais là on voit qu'il y a une volonté notamment de l'establishment américain, à mon avis je le dis, de l'establishment américain et de l'oligarchie mondialiste, l'establishment américain n'étant que l'émanation de cette oligarchie mondialiste, qui loge à Wall Street, qui loge à Washington, mais qui loge surtout à New York, qui est en fait Wall Street, donc la finance internationale, en quelque sorte comme un verre dans un fruit, comme un verre dans un camembert, comme un verre dans un fromage. Un asticot dans un fromage, on va dire. Donc voilà pour Trump, voilà pour le personnage, pas beaucoup de choses à dire de plus. Voilà. Donald Trump, le populiste, ennemi public numéro 1 de l'establishment américain et de l'oligarchie mondialiste. C'est l'homme à abattre, hein. C'est l'ennemi public numéro 1, c'est l'homme à abattre par l'oligarchie américaine et par l'establishment états-unien. Et à mon avis, ils feront tout, on verra pour les primaires, hein. J'en parlerai beaucoup plus longuement, peut-être même que je ferai une vidéo juste sur ça, je sais pas, sur les primaires. En tout cas, j'en reparlerai en janvier. En février, sur l'entretien de janvier, je reparlerai de Donald Trump, le trubillon américain et le populiste américain. Ce populiste, comme je l'ai dit, très sudiste, très wasp, assez anti-islam mais anti-catho aussi, très protestant, très blanc, assez ethniciste et assez raciste, hein. C'est clair et net, on va pas enlever ça, le pauvre chéri. Ce qui est sûr, c'est que Donald Trump, c'est l'ennemi public numéro 1 de l'establishment américain. C'est l'homme à abattre par l'oligarchie mondialiste, hein, que je ne confonds pas avec le peuple américain d'ailleurs. Quand je pense à l'oligarchie mondialiste, je pense principalement à finance internationale, donc je pense principalement à Wall Street. Hein. À Wall Street, à la bourse et à la finance internationale qui loge en Amérique. Donc c'est tout. On va rester ensuite sur le populisme en Europe, donc je crois que j'ai fait le tour, hein, voilà. Je vois vraiment, il y a un Donald Trump, le populiste américain, ennemi public numéro 1, homme à abattre par l'establishment américain et l'oligarchie mondialiste. Pour tout ce côté politiquement incorrect, hein, on l'a vu sur sexiste, misogyne, islamophobe, raciste. Donald Trump, c'est un trublion, il est politiquement incorrect et il incarne, comme je l'avais déjà dit, la révolte du peuple américain contre ses élites. Hein. Révolte du peuple américain contre ses élites, contre l'establishment américain, c'est clair. Donc voilà, Donald Trump, un populiste, ennemi public numéro 1 à battre par l'establishment américain et l'oligarchie mondialiste. Autre sujet, alors là très rapidement, toujours dans le cadre du populisme, mais cette fois plus à gauche et plutôt en Europe, la victoire de la gauche radicale
au Portugal ou en Espagne. Alors là, oui, c'est mon gros problème. Comme ça fait longtemps que j'enregistre cette vidéo, quasiment un mois après ces événements, en janvier, je suis même plus sûr, parce que j'ai pas les infos sous les... Je fais tous en notes, j'ai même plus les infos sous les yeux. Je ne me rappelle pas si la fin du mois de décembre a vu la victoire aux élections législatives de la gauche radicale. Oui, mais est-ce que c'était en Espagne ou au Portugal? Je crois que c'était au Portugal, mais je suis même pas sûr. Donc je dis en Espagne ou au Portugal, bon, on s'en moque. D'ailleurs, je me rappelle pas du nom du parti, je me rappelle pas du candidat, c'est pas intéressant. Je suis pas là pour faire une analyse, je dirais, factuelle des faits. Je suis là pour faire un commentaire et une analyse globale. Ce qui est sûr, c'est qu'on a vu, ça c'est très intéressant, une victoire des gauches radicales, qui est un phénomène européen, qui est un phénomène de contagion européenne, de contagion européenne, Syriza en Grèce, Corbyn en Angleterre, Corbyn en Angleterre et Syriza en Grèce. L'Espagne, bien évidemment, avec le parti qui monte, voilà, c'est en Espagne, ce n'est pas en Portugal. Excusez-moi, c'est en Espagne. Je me rappelle maintenant, puisque c'était Podemos et Ciudadanos. Mais je crois que le Portugal va aussi, est en proie bientôt à de nouvelles élections législatives, est en proie à une contestation violente, une protestation violente du peuple, là aussi, contre ses élites, avec une vision toujours de la gauche radicale. Donc quand je dis gauche radicale, c'est gauche anti-austéritaire. Donc c'était en Espagne, je me suis trompé, voilà, maintenant je vais me souvenir, puisque c'est Ciudadanos et Podemos. Donc Podemos étant plutôt le populisme de gauche et Ciudadanos le populisme de droite, je crois. Mais je suis pas plus au courant que ça, je connais pas plus que ça le sujet. Ce qui est sûr, c'est que voilà, partout en Europe montre une contestation, une protestation populaire et populiste, on va dire populaire et populiste, de gauche, ou de droite d'ailleurs, de gauche ou de droite, ça dépend les pays, ça dépend les pays en Europe. Victoire donc de la gauche radicale en Espagne, et peut-être demain au Portugal. J'ai dit au Portugal parce que je confonds un peu les deux, je connais pas trop, je connais un peu mieux l'Espagne avec Podemos. Donc avec une percée forte et phénoménale de l'Espagne, de Podemos et de Ciudadanos. Donc voilà, c'est tout. Victoire des gauches radicales, donc on va voir où ça va nous emmener ce petit sujet. Peut être intéressant à suivre. Affaire à suivre, victoire des gauches radicales, donc qui est un phénomène de contagion, qui est un phénomène très européen, entre la Grèce, Syriza et Tsipras, et en Angleterre avec le Labour et l'élection de Corbyn, la tête du Parti travailliste. Donc on voit une gauchisation peut-être des esprits, dans une partie de l'Europe c'est une droitisation, en tout cas un populisme, c'est-à-dire une révolte du peuple en colère contre ces élites qui montent. Populisme plutôt de droite, identitaire et nationaliste, ou populisme plutôt de gauche, c'est-à-dire social, anticapitaliste. Mais c'est la même chose, on a le même ennemi, on a tous le même ennemi, l'oligarchie mondialiste et l'hyperclasse mondialisée et le capitalisme mondialisé, financiarisé, qui nous détruit tous, qui détruit les peuples, leurs identités et leurs acquis sociaux. Le mondialisme économique et financier qui détruit les identités et les acquis sociaux des peuples. Donc voilà, victoire des gauches radicales en Espagne, c'est pas grand chose à dire de plus, c'est intéressant, à suivre. Affaire à suivre comme dans Tact. Ensuite je vais aller sur le Brexit. Ah oui, bon voilà, non, j'ai rien à dire de plus, voilà. Une victoire des gauches radicales, à la fois Podemos et Ciudadanos, victoire des gauches radicales qui s'inscrit dans un contexte européen et qui prouve que l'Espagne, malgré toutes ces cures d'austérité, qu'on a appliquées comme sur un malade ou sur un corps en putréfaction, l'Espagne est encore là, et notamment sa jeunesse dit non à travers ce vote populiste de gauche radicale. Avant-dernier sujet, vers le Brexit. Ah oui, alors ça c'est intéressant. Avant le petit dernier sujet, vers le Brexit. Qu'est-ce que j'entends par là? Donc le Brexit, on entend parler, c'est comme le Grexit, c'est la contraction de deux mots, Grande-Bretagne et exit. Donc le Brexit, c'est vers la sortie de l'Angleterre, de la Grande-Bretagne, de l'Union Européenne. Je dis bien de l'Union Européenne, puisque la Grande-Bretagne, l'Angleterre n'est pas dans l'euro, n'a pas ratifié et adopté la monnaie unique. Ils ont leur monnaie, eux, ils sont encore un peu souverains au niveau de leur monnaie, souverains au niveau de leur économie, puisqu'ils ont la livre. Ils n'ont pas l'euro. Donc bref, mais ils sont dans l'Union Européenne, bien évidemment. Dans l'Union Européenne depuis peut-être... non, c'est pas Thatcher d'ailleurs, qu'est-ce que je dis? Depuis que, je sais pas qui d'ailleurs... Je crois que c'était 73 qu'ils sont rentrés, 74, parce que le général de Gaulle ne voulait pas que les Anglais rentrent dans l'Union Européenne, comme on le sait, parce qu'il pensait que c'était un cheval de Troie et une cinquième colonne des États-Unis d'Amérique en Europe, et qu'ils allaient incarner les intérêts des États-Unis, et tout simplement du libre-échange mondialisé, ce que De Gaulle ne voulait pas. Bref, les Anglais sont rentrés en 73 ou 74, je crois que c'est 73. C'est le premier élargissement de l'UE, après la création de l'UE via le traité de Rome en 1957. 1973 était le premier élargissement, je crois que c'est 73, 74, de la Grande-Bretagne. Et là, on va assister peut-être à quelque chose d'historique, mais j'y reviendrai plus globalement dans une prochaine vidéo, dans un prochain entretien, parce que c'est plutôt j'en reparlerai en février ou en mars. C'est vers la sortie de la Grande-Bretagne
de l'Union Européenne. Via un référendum, Cameron l'a promis, donc si c'est un démocrate qui le fera. S'il perd, je sais pas quoi, s'il perd enfin, il va soumettre un référendum à son peuple, puisque l'Angleterre est encore un peu plus démocratique que la France pour ça. Elle fait des référendums, et en général, elle s'y tient. Quand les peuples votent pour, ils font pour, et quand ils votent contre, on fait contre. Donc ça va être une ratification populaire, démocratique, via un référendum. Donc je sais pas quand est-ce que ça va se passer, sans doute dans le courant de l'année 2016, ça va être intéressant à suivre, parce que comme on le dit, ça pourrait être l'effet boule de neige, hein, si la Grande-Bretagne sortait de l'Union Européenne, et rompait les accords binationaux, enfin les traités internationaux qui la lient à l'Union Européenne, notamment en matière économique, fiscale, sociale et de libre-échange, traité de libre-échange notamment. Bon, ça pourrait être un précédent qui pourrait inciter, c'est pour ça qu'on a tellement eu peur du Grexit, la sortie de la Grèce de l'Europe, parce que le Grexit, ça menaçait, c'était un précédent unique qui pouvait menacer la cohésion, soi-disant, la solidarité européenne, la fraternité des peuples d'Europe, la solidarité et la cohésion interne de l'Europe si un de ses membres quittait ce club, puisque là on est dans un club, hein. C'est rien d'autre, c'est pas un continent, c'est pas une culture, c'est un club, quoi. On est au Monopoly, quoi, c'est un jeu de société, c'est un club. C'est un truc de clubbeur, de clubiste. Pas très intéressant, les mots parlent d'eux-mêmes, hein. Ça en dit long sur ce que c'est que l'Europe ou l'Union Européenne, et sur sa destinée, sur son projet très profond. Voilà. Donc vers le Brexit, vers la sortie de l'Angleterre, de la Grande-Bretagne de l'Union Européenne pour 2016, bon, à suivre, bon, j'en suis pas sûr. Il faut déjà que le peuple anglais se prononce pour, via un référendum, ce qui est pas sûr. Et ce qui serait intéressant, c'est que oui, ils sortent pour voir, ça serait un précédent. Peut-être que nous, ça pourrait nous inciter, nous, la France, à sortir, à faire de même, à suivre l'exemple du grand cousin britannique, qui a toujours été allié et ami avec la France, mais bon. Peut-être que pour une fois, les Anglais pourraient mener à la voie. Mais bon, oui, rapidement, les conséquences. Bon, alors, soi-disant, les conséquences. Alors, pas de conséquences au niveau monétaire, puisque la Grande-Bretagne et l'Angleterre n'est pas dans la monnaie unique, l'euro. Alors, soi-disant, il y aurait des risques, toujours au nom des prévisions, les marchés financiers, machin, un risque comment dirais-je, de dépréciation, ou d'appréciation, je crois, de dépréciation de la monnaie de la livre. Bon, risque sur la monnaie, sans doute les spéculateurs internationaux jouent là-dessus. Bon, ils ne sont pas non plus dans Schengen, donc ils n'ont pas à rompre les accords de Schengen, donc de la liberté de circulation des hommes, des migrants en Europe, donc pas Schengen, pas de monnaie unique, pas d'euro. Bon, ben, bien évidemment, ce qui compte surtout, c'est les accords, les traités économiques qui la lient à l'Europe, notamment en matière de libre-échange. L'échange, puisque je crois que la Grande-Bretagne, c'est ce qu'on a vu, fait 80% de ses échanges en Europe, avec l'Europe continentale. 80%, donc c'est considérable. Donc je sais pas si le Brexit est une bonne chose. Ce qui est sûr, c'est que s'émanciper un peu de la tutelle de Bruxelles et de l'Europe peut être quelque chose de positif pour les peuples qui crèvent véritablement. Mais de toute façon, la Grande-Bretagne n'est pas le pays le plus intégré, comme je vous le dis, à l'Europe et à l'UE, puisqu'elle n'a ni la monnaie unique, l'euro, ni les accords de Schengen, donc elle ne subit pas ni la violence de l'invasion migratoire, ni la violence de la monnaie unique, qui est une aberration économique et financière, comme on le dira jamais assez. Donc des conséquences, voilà, pas de conséquences pour la monnaie, pas de conséquences pour les migrants, des conséquences économiques, puisque pour le commerce et le business, puisque la Grande-Bretagne commerce à 80-90% avec l'Europe, les pays d'Europe, notamment la France, l'Allemagne et autres, et bon, des conséquences peut-être financières, puisque la City est la place financière principale au monde, devant Wall Street, hein. Donc à Londres, la City de Londres. Donc voilà, donc j'en ai voilà sur le Brexit. Donc voilà, rien de plus à dire, hein, il me semble. Donc vers le Brexit, pas tellement, encore une fois, au niveau des conséquences économiques, c'est surtout les conséquences économiques et financières, mais bon, on ne peut pas chiffrer non plus en termes de croissance, de déficit, ce que ça concernerait, mais surtout le Brexit, c'est le danger absolu de créer un précédent historique, que nos maîtres ne veulent absolument pas. Le problème, il n'est pas tant économique, il est avant tout politique, puisque l'Union européenne, l'Union monétaire et économique est totalement faite. L'Union monétaire et économique est réalisée depuis 20 ans. Ce qui compte, c'est faire l'Union politique. L'Union européenne politique, ça s'appelle l'UE fédérale. D'en finir avec les nations et les souverainetés nationales. L'Union fédérale, c'est en finir avec les souverainetés des nations et des États. Donc c'est ça. Donc là, voilà, après la Grèce, la Grande-Bretagne pourrait montrer l'exemple. Pour nous, pas pour l'Europe, bien évidemment, c'est pas un exemple, mais pourrait montrer l'exemple de donner un précédent historique, qui pourra inciter d'autres membres, d'autres États membres de quitter l'UE, qui serait une catastrophe, soi-disant, pour l'UE. Et moi, je pense pas du tout pour les nations européennes. Bon, à suivre, voilà. Pour finir, je vois qu'on a une demi-heure. Dernier sujet, dégradation de l'économie chinoise et vers une nouvelle crise financière mondialisée. Je vais finir là-dessus. Après le Brexit et les conséquences possibles et potentielles de la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union Européenne, notamment en matière économique et financière. Dernier petit sujet, j'en ai fini, vers une crise financière mondialisée, à cause de la dégradation de l'économie chinoise. J'en avais déjà parlé, alors là je vais aller très rapidement, puisque je ne suis pas un expert économique.
et encore moins de la Chine. On a vu une dégradation de l'économie chinoise, on l'a déjà vu, essoufflement du modèle économique chinois, baisse de la croissance, baisse des exportations, donc ralentissement de ce modèle d'un pays en fait en développement, hein. D'un pays en développement, d'un pays capitaliste en développement, d'un pays émergent, qui est la Chine, parce que même si elle a une forte croissance économique, c'est encore un pays émergent, puisque même s'il n'y a pas encore totalement une classe moyenne, ce qui définit un pays finalement développé, c'est un pays à forte classe moyenne consommatrice, et ce qui définit un pays émergent, c'est un pays qui a une forte production de richesses nationales avec un PIB important, mais qui n'a pas de classe moyenne consommatrice. À mon avis, c'est comme ça qu'on définit le pays émergent et le pays développé. La classe moyenne et la société de consommation, le modèle à l'américaine, de capitalisme de masse, de consumériste. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'on on a vu une dégradation de l'économie chinoise en termes de croissance d'exportation, qui va avoir bien évidemment des conséquences sur l'Europe et le monde entier, puisque l'économie mondiale est mondialisée suite à la mondialisation, et toutes les économies sont intriquées, mais surtout vers une nouvelle crise financière mondialisée. Là, on l'a vu, notamment la bourse de Pékin, la bourse de Pékin et d'autres bourses en Europe et en Asie, la bourse de Pékin pour la Chine, mais autres. On va vers une crise économique et financière mondialisée, une crise des bourses, une crise des actions, avec des bulles spéculatives considérables, je pense comme on l'a jamais vu, peut-être encore pire que la crise de 29 et pire que la crise de 2008. Donc derrière puisque de toute façon l'économie aujourd'hui et l'industrie est le parent pauvre de la finance internationale, derrière la crise économique, une crise financière et boursière en pagaille et carabinée du monde entier, puisque l'économie est totalement dans les mains des forces mondialistes, et notamment totalement dans les mains des forces financières, notamment la City et Wall Street. Donc voilà, derrière la dégradation de cette économie chinoise, je voulais revenir sur, dont on a déjà parlé, hein, essoufflement du modèle économique, baisse de la production, baisse des exportations, baisse du PIB. Surtout, le grand danger, c'est vers une nouvelle crise financière mondialisée. Avec une crise là aussi qui serait totalement mondialisée, avec une intrication de toutes les économies dans cette finance internationale qui est un cancer, qui est le cancer de l'usure, comme en parlait très bien Ezra Pound. L'usure, le cancer de l'usure. Quel scalpel pour nous éradiquer ce cancer? Moi, je n'en sais pas plus. Mais voilà, bon, j'en ai fini je crois pour cet entretien. Donc voilà, regardons la Chine, parce que la Chine, au-delà de la crise économique et de l'essoufflement du modèle économique chinois, c'est une crise financière en pagaille qui risque de nous concerner. Hein. Donc voilà, dégradation du modèle de l'économie chinoise avec un essoufflement du modèle économique, mais surtout, ayons l'œil sur les bourses et les marchés financiers dans le monde, avec risque d'une nouvelle crise financière boursière et mondialisée. Nouvelle crise financière boursière mondialisée. Avec, comme je vous dis, hein, des économies et des industries qui sont totalement soumises au bon vouloir des marchés financiers, et surtout des bourses et des marchés financiers qui sont totalement imbriqués donc, avec la mondialisation de l'économie et de la finance. Donc vers ce qui se passe en Chine doit nous alarmer, parce que ça doit nous inciter à avoir l'œil sur nos bourses et nos finances, puisque vers une nouvelle crise financière et bancaire et boursière dans le monde, qui serait peut-être encore pire que 2008, et qui serait à la fois une crise due toujours à la spéculation des parasites financiers, la bulle spéculative notamment au niveau de l'immobilier. Donc voilà, vers une nouvelle crise financière bancaire mondialisée à suivre. Donc j'en ai fini pour cet entretien de décembre, c'est fini pour cet entretien Noël 2015, mois de décembre, des actualités internationales, deuxième partie. Donc on se retrouve très bientôt pour un nouvel entretien mensuel des actualités du mois de janvier 2016. Salut à tous.
floor.